Lundi 27 septembre 2021, première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Cette émission-là, vous connaissez son principe. C'est un rendez-vous du lundi au vendredi pour juger les faits majeurs de l'actualité sur les antennes des médias leaders Tui TV et Watt FM. Vous pouvez également nous suivre à travers notre plateforme Facebook et YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les usos-sièges, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha, bonjour et bienvenue. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alassane Bala Sakandé, nouveau président du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Il succède ainsi à Simon Compaoré. Et le passage de témoin a eu lieu hier à la clôture du deuxième congrès extraordinaire du parti au pouvoir. C'est le premier sujet enrôlé pour la présente convocation. Le deuxième sujet, lui, va s'intéresser à la création du mouvement Génération Capable au bord de la lagune Ébrié, un mouvement de soutien à l'ex-première dame Simone Gbagbo. C'est une étape vers la création d'un parti politique. La question, nous allons la poser aux usos-sièges, mais ça sera après la première virgule de cette émission, les avant-propos. Monsieur les juges, vous avez la parole. Commençons avec juge Bougma pour son avant-propos pour cette première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Merci Président. Mon avant-propos va concerner souhaiter une très bonne rentrée judiciaire au monde judiciaire, parce que la rentrée judiciaire c'est le 1er octobre. Une rentrée judiciaire qui se tient quelques jours après la rencontre en tout cas du barreau des barreaux de l'UEMOA, mais aussi qui consacre la passation de charge au niveau du barreau à un nouveau bâtonnier, donc Maître Niampa. Et donc ici c'est un nouveau bâtonnier qui commence, donc une rentrée judiciaire également qui se tient à pratiquement 10 jours en gros de l'ouverture du dossier Thomas Sankara, parce que c'est le 11 octobre. Le 15 octobre d'ailleurs c'est la date souvenir. Donc c'est une rentrée judiciaire très attendue, mais aussi un dossier qui a défrayé la chronique ces 30 dernières années et qui continue de cristalliser les passions qui va s'ouvrir. Donc c'est aussi, comme on appelle ça, une grande étape au niveau de la justice. C'est une étape historique au niveau de la justice qui est très attendue sur ce dossier-là. Et parlant du dossier Thomas Sankara, c'est comme les autres dossiers, mais en tout cas avec ce dossier qui s'ouvre, il y a effectivement beaucoup d'attentes par rapport à ce qui va se passer. Donc ce que je peux, c'est souhaiter en tout cas une très bonne rentrée judiciaire comme on appelle ça, au personnel de la justice, toute catégorie de métiers confondus, et de la sérénité dans le traitement des dossiers, que justice soit rendue et que quand les glaives se lèvent, que ce soit contre le coupable et non vis-à-vis de l'opprimé. Voilà, donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Beaucoup de courage, parce qu'il y a beaucoup de boulot également. Donc, parce que quand on parle de justice, on ne voit que les dossiers judiciaires, alors qu'à côté aussi, il y a les actes administratifs qui sont administrés par d'autres corps, mais aussi il y a la garde et la surveillance des lieux de détention assurés aussi par les gardes de sécurité pénitentiaire. Donc, c'est à tout ce personnel-là que je souhaite une très bonne rentrée. Merci, juge Bougma. Juge Vaha. Merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner le Mali. Hier, il y avait ces concertations-là sur l'organe unique de gestion des élections et aussi sur les assises qui doivent se tenir très bientôt. Assises nationales de la refondation. Et on a vu au terme de ces rencontres-là une sortie, c'est celle du ministre de la refondation de l'État, Ibrahim Ikassa Maïga, qui dit ceci: mieux vaut des élections reportées que des élections bâclées. Et dans son argumentaire, quand on l'écoute, il a dit c'est vrai qu'ils sont regardant sur les exigences de la communauté internationale, une transition qui durera 18 mois, donc des élections qui sont prévues pour février prochain. Mais le plus important, ce n'est pas la date, mais c'est plutôt la qualité des élections et donc la façon de mener ces consultations électorales. Ce qui est une réalité. C'est clair que il faudrait que le Mali, pour pouvoir penser ses plaies, puisse avoir des consultations qui est le gage de la transparence, de l'équité et de résultats qui sont ceux de l'expression des Maliens dans sa forme la plus vraie. Mais est-ce qu'on ne peut pas le faire dans les délais
qui ont été ceux de la communauté internationale, c'est la grande question. Parce que n'oublions pas aussi que derrière, quand on s'assoit sur ce fauteuil-là, il est un peu enivrant et c'est compliqué de pouvoir s'en défaire. Et ça, je le dis encore, ce n'est pas forcément le rôle ou la vocation des militaires de les voir s'asseoir dans les palais présidentiels. Maintenant, il y a cette réalité-là, mais tout doit, pour moi, être dicté par le Malien. Quand je dis Malien, c'est de façon générale, et de regarder par lui-même ce qui est bon pour lui et quelle est la méthode et le timing qui est le meilleur pour aboutir à un résultat qui soit celui d'un passage à un ordre normal qui se fasse sans autre meurtrissure ou sans autre bain de sang. C'est ce qui est espéré pour ce Mali-là. Il y a une pression donc qui vient de l'extérieur, ce qui est normal. Et dans ce contexte, ça doit être entendu d'une bonne oreille aussi par ceux qui sont en train de gérer cette transition-là. Parce que si les Maliens, à un moment donné, ont dit non à IBK, c'est eu égard à un certain nombre d'éléments. Et je crois que ils doivent s'atteler à ce qu'on revienne à un ordre normal pour que celui qui gère puisse venir répondre de façon claire aux aspirations des Maliens. C'est pas confisquer le pouvoir aujourd'hui parce que vous ne les avez pas eu à partir d'élections ou quoi que ce soit. Non, il y a quelqu'un qui a été vomi et il y a eu des marches, il y a eu beaucoup d'éléments qui l'ont fragilisé et puis après l'armée elle est venue s'assumer. Donc c'est un processus dans lequel tous les Maliens ont participé et ça ne devrait pas être l'accaparement à la fin d'un pouvoir par une partie de personnes parce que l'histoire à un moment donné leur a été favorable. Donc il faut travailler en tout cas à retourner à ce ordre normal et pour moi ces élections doivent se tenir et tout doit être mis en œuvre pour que ça se fasse dans le bon délai mais surtout que ça se passe bien. Maintenant, c'est clair aussi qu'il y a une transition qui a ouvert d'autres fronts quand on parle de Wagner et autres. Et ça dérange énormément cette même communauté internationale qui est très taisuse lorsqu'on n'a pas les résultats sur ce front sécurité au Mali. Et donc, je comprends aussi que quand on voit ce type de décision et que certains se disent, mais attends, s'ils vont durer encore un peu plus longtemps, ça risque d'être un peu compliqué. Mais je dis pour les Maliens, il faudrait songer au plus important, c'est passer à un ordre normal, revenir à un ordre normal et une transition, ça ne devrait pas durer une éternité. Mais ça doit être aussi bien fait, bien ficelé pour ne pas qu'on ait après aussi à gérer des avatars d'une période au cours de laquelle on aurait pu se permettre de faire quelques changements. Merci, messieurs les juges. Merci également aux équipes techniques derrière la caméra qui nous permettent d'être ensemble du lundi au vendredi en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Nous allons parler politique et l'actualité politique du mouvement. C'est justement le passage de témoins entre Bala Sakandé et Simon Compaoré. En effet, ce dernier prend les commandes parlant de Bala Sakandé du parti au pouvoir et cela a été acté à la clôture du deuxième congrès extraordinaire du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. Après la présidence du groupe parlementaire MPP, le Perchoir, alors il faut dire que Bala Sakandé désormais a les commandes du parti au pouvoir. Juge Bougma, pour certains, c'est la trajectoire normale, d'autres sont surpris. Quelle est votre lecture par rapport à ce choix-là au niveau du parti au pouvoir? Bon, trajectoire normale ou trajectoire de surprise pour certains, ça se comprend, mais je dirais tout simplement c'est la trajectoire de Alassane Bala Sakandé. C'est un sillon qu'il a tracé et qu'il suit, ou bien il trace son sillon, c'est selon. Donc je dirais que c'est tout simplement sa trajectoire. Maintenant, alors, trajectoire normale, oui, parce que aussi comme on appelle ça, cette carrière de militant, depuis le mouvement Rambo à l'université de Ouagadougou, jusqu'au CDP où il a été conseiller municipal de Ouaga, et comme on appelle ça, sa démission pour rejoindre le MPP. Et donc, c'était les hommes de l'ombre du Kadiogo qui travaillaient pour les mentors, comme ils le disent, comme Simon Compaoré, Clément Savargo, le Larlé Nava Tigré. Je parle des leaders du CDP de l'époque. Et donc, voilà. Donc, et qui, effectivement, se fait élire député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire, ensuite qui succède à Salifou Diallo et dont il a su glisser facilement dans les tenues de Salifou Diallo en gouvernant selon ce qu'il a dit au niveau de l'Assemblée nationale par consensus, qui était aussi les sillons tracés par Salifou Diallo. Donc, qui, en tout cas, en ce qui concerne le couac à l'Assemblée, il y en a eu moins ou peut-être pas. En tout cas, on n'a pas entendu de couac sérieux entre Alassane Bala Sakandé et les autres composantes des partis politiques
qu'il soit de l'opposition ou de la majorité qui siège à l'Assemblée nationale. C'est vrai que pour les questions de vote de loi, les questions budgétaires et tout, parfois il y a une différence de vue et ce qui est normal par rapport aux hommes politiques, mais dans l'ensemble, en tout cas jusqu'à présent, sa gouvernance par consensus a bien pris, à telle enseigne qu'il a réussi la prouesse avec les députés de l'opposition même à demander un découplage de la présidentielle et des législatives pour pouvoir tenir les législatives plus tard. Et là, il avait réussi, je dis bien, avec les députés même de la majorité, et des barons s'étaient fâchés de part et d'autre. Ça, c'est un. Donc, trajectoire également, parce que il révélote encore président de l'Assemblée nationale. En même temps, la tradition du CDP au MPP, Roch-Marc Christian Kaboré était pendant 10 ans président de l'Assemblée nationale, président du CDP. Salif Diallo a été président de l'Assemblée nationale, président du MPP. Bon, c'est vrai que sa course s'est achevée le 19 août 2017. Donc, Bala Sakandé, c'est également dans la même veine. Alors donc, si on va prendre la tradition, parce que moi j'ai lu le CDP ou le MPP, la différence n'est pas grande. Ce sont d'ailleurs des frères siamois qu'on a séparés, et puis bon, qui continuent pratiquement le même système, puisque en fait c'est un décalage, changer le label pour pouvoir continuer à agir. Voilà. Donc quand on regarde, c'est pratiquement une tradition qui a été héritée du CDP jusqu'au MPP, mais qui continue. C'est vrai que au CDP, les autres présidents de l'Assemblée nationale n'avaient pas été présidents du parti, là aussi il faut le préciser, mais depuis Roch-Marc Christian Kaboré au CDP jusqu'au MPP, par Salif Diallo et Bala Sakandé. Donc c'est pourquoi j'ai dit oui, c'est aussi une trajectoire normale. Maintenant, ceux qui sont surpris, c'est vrai que le MPP regorge de beaucoup de cadres, de jeunes cadres, comme des anciens cadres. Et le nom de Clément Sawargo avait été annoncé. Le nom de Clément Sawargo a été annoncé à profusion, parce que pour d'autres également, là, ça allait être également une ascension normale. Donc, Roch-Marc Christian Kaboré, président, Simon Compaoré et Salif Diallo, deuxième et premier vice-président respectifs, Clément qui était secrétaire général. Salifou n'est plus, Simon prend les partis, Clément monte, comme on appelle ça, premier vice-président. Donc la suite aussi, on la connaît. Donc pour certains aussi, ça allait être cette suite logique-là. Alors que si on allait parler de cette suite logique, on dira, Roch-Marc Christian Kaboré était président du parti, président du FASO. C'est vrai que Salifou Diallo a achevé sa course, mais Simon Compaoré, on aurait pu dire également le parcours normal, c'est président du parti jusqu'à être candidat du parti. Bon, mais rien ne prouve que ça va être ça ou pas, mais quoi qu'il en soit, il a lâché le parti. Donc le nom de Clément, effectivement, a beaucoup circulé et par rapport à la présidence du parti. Et à l'arrivée, c'est Bala. Donc c'est ce qui également surprend, parce que pour un parti qui regorge d'anciens cadres, les uns et les autres s'attendaient à ce que la présidence soit incarnée par un ancien cadre. Donc ça aussi, c'est des attentes du Burkinabé qui sont libres également de penser ainsi. D'accord. Alors après le choix de Bala Sakandé, ce qui était attendu, c'était son premier discours en tant que président de ce parti-là, comme on l'a rappelé, parti au pouvoir. On a entendu ce qu'il a dit. Il promet être un président de consensus, un président rassembleur. Il dit ne pas être le président d'un groupe politique. Déjà, est-ce qu'il ne donne pas le ton sur les enjeux qu'il attend, notamment unifier le parti, parce que bon, ça n'a pas été aussi un long fleuve tranquille au sein du MPP. Oui, c'est clair que ça sera aussi l'une des exigences et puis le défi auquel il aura à faire face. Mais je pense aussi que aujourd'hui, pour ce qui est du MPP, les clivages je ne parlerai pas des clivages en interne, je parlerai plutôt d'une guerre qui tient lieu de ce que il y a quelqu'un qui ne pourra pas faire un autre mandat. Et donc, ce qui se passe, c'est une guerre je ne dirais pas de succession, mais c'est la question de désignation du candidat qui est en ligne de mire pour tout le monde. Et vous savez, en politique, chacun aussi a ses ambitions, quelquefois qu'il affirme ou bien qu'il garde dans le ventre, mais dans tous les cas, ce sont des ambitions que les uns et les autres partagent. Et quand viennent ces moments où pointe à l'horizon ce genre de moments-là, c'est naturel qu'il y ait ces ambitions-là qui s'expriment et des stratégies forcément aussi
pour cela et dans ce cadre-là. Donc, c'est dans ce ordre-là que je mettrai plutôt ce qu'on regarde en interne en matière de polarisation de force, parce que quand je parle de polarisation de force, vous pouvez prendre le MPP comme ça, mais dans son noyau, vous allez avoir des formations comme NTD, RPI et autres. Vous comprendrez que chacun démontre à l'intérieur sa capacité et sa force. Parce que à l'intérieur aussi se discutera qui sera le candidat de la grosse machine à un moment donné. Donc, pour moi, c'est sur ce chapitre-là que je mets peut-être les quelques remous internes qu'on pourrait avoir ou quoi que ce soit, mais qui sont différents de ce que vivent, par exemple, certains d'autres partis, comme actuellement ce que le CDP est en train de vivre, avec des départs de personnes qui comptent, et puis le visage qu'on a vu avec des jeunes qui se sont rentrés là-dedans il y a quelques temps, où les clivages sont profonds. Ce n'est pas sur une question d'ambition, de calcul stratégique de candidature ou quoi que ce soit, mais c'est sur des mésententes profondes en interne. Et je dis au parti au pouvoir pour ce qui est du MPP, on n'est pas dans ce registre-là du tout. Voilà. Maintenant, c'est clair que moi, au départ, vous posiez la première question à Bernard, surprise, j'ai envie de dire, c'est aussi une surprise de voir Alassane Bala Sakandé, qui est président du parti aujourd'hui, parce que très souvent, on s'est dit que ceux qui, en tout cas, sont dans les starting blocks ou bien qui sont dans la stratégie pour la désignation, ne sont pas forcément présidents de parti, sachant que ça va ouvrir sur ce processus de désignation-là. Donc, maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est pas quelqu'un aussi qui a envie d'avoir toutes les cartes en main pour que lorsque l'heure arrive, bon, d'accord, ce passage-là soit fait. Mais en tout cas, c'est un pas pour moi dans ce sens-là qui vient d'être franchi par Bala Sakandé, mais aussi peut-être par le parti, même si on ne nous le dit pas de façon claire. Quand vous questionnez, on vous dit rien ne dit que le président du parti est celui qui sera candidat. Mais il faut reconnaître qu'il y a un pas fort qui a été franchi ici. Maintenant, quand vous regardez aussi, il y a peut-être un autre point. C'est Simon Comporé, il est dû lui-même 46 ans de vie politique et qui dit à un moment donné, bon, et même nous disait sur le plateau, je ne vais pas continuer avec dans l'arène avec presque des fils ou même plus, comme il aime à rappeler le nom du ministre de l'énergie, Bachir, pour dire que bon, il y a une nouvelle génération à laquelle il faut donner sa chance et tout. Et je pense que Sakandé est de cette génération-là, ça il faut le dire de façon très claire. Donc il y a une partie qui avait eu envie de faire aussi sa mue. Mais attention, parce qu'elle a compris ce qu'il fallait bien négocier la chose. Parce que quand vous regardez le MPP d'aujourd'hui, il est parti de frustration née d'une mue voulue en 2012 avec le CDP, qui à un moment donné s'est dit il faut rajeunir le parti, il faut. Mais en même temps qu'ils ont voulu le faire, ils ont été rattrapés aussi par leurs calculs internes, avec les forces qu'il y avait en interne, avec les faits d'ABC et autres. Et quand vous regardez à la fin, qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça a donné? Il y a eu des mises au garage, notamment les Simon, vous prenez même l'actuel président Roch Kaboré, un certain nombre de noms, de personnes, même Salifou Diallo en son temps, des personnes qui pensaient pouvoir compter et continuer d'exercer au premier plan, mais qui avaient été d'une façon ou d'une autre mis au garage. Et c'est la gestion de cette crise-là qui a fait qu'aujourd'hui on a eu après MPP 2014, dont Bala aussi n'a pas fait le calcul, il a rejoint celui dont il était proche, Roch Kaboré, au MPP et autres. Ils sont tous partis ensemble. Je pense que c'est ça aussi qu'il n'a pas hésité du tout. Et c'est le retour de tout cela qu'on a aujourd'hui avec les confiances et puis la montée la montée fulgurante de l'homme, parce que quoi qu'on dise, avant 2017, je ne suis pas sûr que quelqu'un pouvait regarder dans sa boule de cristal et puis parler d'un Bala Sakandé là où on le voit aujourd'hui. Et encore que, combien le connaissaient vraiment, si ce n'est que les fins observateurs de la scène politique et ceux qui connaissent un peu, ceux qui sont en arrière-garde, même dans les partis politiques. Sinon, les gens ne voyaient pas Bala Sakandé. Et quand il lui revenait de remplacer Feu Salifou Diallo, tout le monde se demandait mais ça va se passer comment? Parce que Salifou Diallo c'était quelqu'un qui était trempé, qui avait sa façon d'être, qui n'allait pas du dos de la cuillère. Vous voyez même les échanges à l'Assemblée nationale et tout. Est-ce qu'il pourra valablement remplacer un grand monsieur comme ça? Mais on ne dira pas qu'il l'a fait oublier, mais il a fait du Bala Sakandé, mais vraiment différemment de ce qu'on a connu de Salifou Diallo. Il n'a pas tenté de copier, il n'a pas tenté de vouloir faire oublier, il a fait juste ce qu'il était. Et il a marqué comme il pouvait.
Et ça a eu son effet, et il y a eu sa marque. Et donc petit à petit, il s'est construit. Et on a vu aussi que c'est un monsieur qui a ses dents longues. Je ne sais pas, mais quel observateur de la scène politique ne dira pas que ce monsieur veut le fauteuil présidentiel? Il le veut, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Pas lui, pas que lui. Donc voilà pourquoi je dis aujourd'hui, quand on le regarde à la tête du parti, pour moi, c'est un pas de franchi. Je ne pense pas que parce qu'il est président, même si on dit que non, le président ne se présente pas, c'est quelque chose qui, lorsqu'il s'y rase, il oublie. C'est pas possible. D'accord. Alors, Juge Bougouma, c'est vrai que quand on décrypte un peu l'actualité au MPP, on ne peut s'empêcher de penser à 2025, la présidentielle. Alors, vous avez certainement lu la une de certains journaux de la place ce matin. D'autres parlent même de dauphin constitutionnel et naturel de Roch Kaboré en 2025, parlant de Bala Sakandé. Est-ce également votre lecture? Parce que Geoffroy l'a un peu abordé dans son analyse. Oui, dauphin constitutionnel, parce que ça, c'est ce que la Constitution a voulu, ça, on n'y peut rien. Dauphin naturel, également, parce que la tradition au Burkina, le président du parti est le candidat naturel du parti, sauf celui qui le parti au pouvoir, en général. Donc, ça, c'est un fait. Maintenant, alors, dauphin naturel, en tout cas, c'est un boulevard. Parce que l'homme veut. Et ça, Geoffroy l'a dit, il n'y a pas de mystère. Ses actions de communication, ses sorties, sa progression dans le parti, directeur national adjoint de la campagne, et comme on appelle ça, directeur au niveau du Kadiogo, ce n'est pas comme on appelle ça, donné à n'importe quel cadre. C'est un cadre qui peut mouiller le maillot, qui peut faire gagner une province comme le Kadiogo, mais aussi qui peut seconder sérieusement, comme on appelle ça, le directeur de campagne de la trempe de Simon Compaoré. Donc c'était déjà un tandem où monsieur a appris comment également gérer la campagne à ce niveau de responsabilité. Donc c'est quelqu'un aussi qui a appris à l'Assemblée nationale la gestion des institutions, l'administration et tout, parce qu'il vient du privé, les banquiers, et qui, en plus maintenant de la carrière politique, donc doit naturellement savoir glisser maintenant dans la peau de l'homme d'État. Et c'est ce qui va maintenant faire le reste. Il a 4 ans, ou peut-être moins, pour prouver aux Burkinabés qu'il a la stature d'un homme d'État. Parce que la présidence du parti seul ne suffira pas à un moment donné. Donc, et c'est vrai, il y a la machine du parti qui peut vous faciliter la tâche, mais si vous n'avez pas la carrure de l'homme d'État vous-même, à un moment donné, ça peut pécher. Donc, vous pouvez arriver même à prendre le pouvoir à travers une stratégie bien assise, et après, ça devient compliqué. On l'a vu en France. Le mouvement En Marche a été très bien, c'était une machine parfaitement bien montée, avec des conditions d'adhésion qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on sait. Mais à l'arrivée, Macron effectivement a pris le pouvoir. Mais regardez aujourd'hui l'état de la France. Regardez ce que les gilets jaunes ont laissé comme trace dans la République française. Une France qui est en train de perdre également des contrats stratégiques qui avaient été signés même avant lui. Hollande qui obtient avec l'Australie, Macron qui vient perdre. Le même Macron qui perd face à la Suisse et qui perd encore au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que je venais de lire également que même là-bas, pour la surveillance des frontières, le groupe français Thales a perdu au profit de Scott Technology qui est comment on appelle ça, qui est américain. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris maintenant la machine de gestion n'a pas été, apparemment ceux qui l'ont préparé pour prendre le pouvoir n'ont pas préparé pour l'accompagner dans la gestion. Donc je dis bien, effectivement, vous pouvez arriver à prendre, mais votre personnalité, votre sens du devoir, de la responsabilité, c'est ça qui va faire le reste. Est-ce que vous avez une vision et vous avez pu trouver des hommes et des femmes qui incarnent les mêmes valeurs, qui partagent la même vision que vous pour avancer? Ça, c'est une autre paire de manches. Alors donc, dauphin naturel, oui, parce que président de parti. Alors, c'est vrai qu'ici, celui que nous avons reçu au tribunal de l'actualité, Bruno Dipama, avant le congrès, disait, parce que ce qui est possible, ce qu'il disait, c'est d'avoir un président de parti qui ne soit pas forcément candidat du parti. C'est possible. Maintenant, est-ce que le MPP, dans sa version actuelle, pourra faire en sorte que le candidat, le président du parti ne soit pas le candidat? Ça va être une autre paire de manches, surtout parce que l'homme veut, il y travaille à travers un réseau, comme on appelle ça, interne au niveau du parti et même en dehors du parti. Donc par rapport à ce rassemblement-là. Et ensuite, il a
toute une équipe derrière qui travaille. Ça, il ne faut pas le flatter. Il suffit de regarder la coloration du bureau exécutif national, de regarder certains entrants pour savoir qu'effectivement, c'est un travail de fond qui est en train effectivement d'être fait. Donc, dauphin naturel et puis dauphin constitutionnel, oui. Naturel aussi parce que c'est un des hommes de rock, comme on le dit, hein, parce que lui-même, il ne s'en cache pas. Voilà, il ne s'en cache pas. Il a eu de l'admiration pour l'homme depuis son jeune âge. Il a suivi, il a grandi avec lui, il a appris avec lui. Et ce n'est pas des éléments fidèles à Rock qui cachent leur fidélité. Ça, il n'y a rien à... Ils ne cachent pas. Et même pour qu'il soit élu président de l'Assemblée nationale, les personnes introduites disent que ça a été sur injonction du chef de l'État. Ça va être bala et les autres ont ravalé. Comme on appelle ça, leurs ambitions, chacun s'est levé et puis tout le monde est parti à la maison pour revenir le lendemain valider ce que le grand Manitou a dit de faire. Donc, ce qui fait que entre lui et le chef de l'État, je ne crois pas qu'il y ait un problème à ce niveau-là. Donc, naturellement, ça facilite la tâche. Je dis bien maintenant, il y a un parti politique qui rêve de faire la politique autrement. Est-ce que ça va marcher? Là, c'est d'ici là que, effectivement, on le saura. Mais c'est quelqu'un qui se prépare, mais avec également une équipe à côté. Donc, pour ceux qui pensent que c'est peut-être ceci, non, j'ai dit, l'homme en se rasant chaque matin se dit, pourquoi pas Kossiam? Et ça, au moins, c'est dans les axes à se lire. On reste avec vous, juge Bouma, pour évoquer un aspect que Geoffroy a tantôt analysé, c'est la transition générationnelle. Pour beaucoup, c'était un défi, non seulement contenter les vieux loups, mais permettre aussi aux jeunes qui ont pendant longtemps rongé leurs freins à pouvoir s'exprimer. On a parlé un peu du cas du CDP où justement ce virage-là a été mal négocié et a donné lieu à la création du MPP. Récemment, il y a l'actualité au sein du CDP où des jeunes peut-être trop fougueux veulent s'exprimer. Est-ce que vous pensez que le parti au pouvoir a su négocier ce virage-là avec le choix de Bala Sakane? La différence au niveau du CDP, c'est que cette transition générationnelle de 2012 c'était fausse. C'était basé sur, comme on appelle ça, des motifs qui ne valaient pas la peine. Il faut avoir le courage de le dire. Il y avait une aile qui voulait que Blaise reste éternellement au pouvoir ou préparer quelqu'un d'autre. Il y avait une aile qui se disait, Blaise est arrivé en fin de parcours, il doit choisir un d'entre nous. Ça, c'était clair. À la fin, on a vu les déclarations. Je me rappelle de la déclaration du regretté Ampilas de la région de l'Est, il n'est plus, mais qui avait fait sa sortie et qui avait dénoncé l'accaparement du CDP par la FEDABC, ça venait de l'intérieur. Plusieurs cadres l'ont dit, même quand ceux du CDP, les 74 qui ont bougé le 4 janvier 2014. Mais le premier discours, c'était de dire que le parti a été naturellement avalé par la FEDABC, qui à l'origine était une association pour accompagner Blaise Compaoré. Donc il y avait ce malaise-là. Donc ces vieux, les commissaires régionaux, qui étaient très à l'époque et très puissants, ont été cassés, mis au garage, pour permettre effectivement une nouvelle génération regroupée autour de François Compaoré, de faire soit valider François Compaoré ou Blaise Compaoré. Ce que les autres n'en voulaient pas. Salif, à travers ce qu'il avait proposé dans son interview à l'Observateur Parga, il en avait parlé. Il faut passer à une monarchie, il faut faire ceci, parce que c'était aussi d'offrir une bouée de sauvetage à Blaise Compaoré qui n'entendait pas lâcher. Donc, c'était pas... C'est-à-dire, compte tenu du fait que ce n'était pas sincère, naturellement, on ne pouvait qu'assister à ce qu'on a assisté. S'il y a de la sincérité et que tout le monde s'accorde, il n'y a pas de problème. Mais ici, on sent que c'était un jeu de dupes. Et la suite, on la connaît. C'était l'humiliation de ces jeunes-là. Simon Compaoré rappelle souvent, quand il a été hospitalisé, après avoir eu l'accident, juste après ce congrès, il dit que c'est des gamins à la limite du parti. C'est le mot qui n'a pas lâché, c'est vrai, pour que c'est des jeunes du tout qu'on envoie à son chevet à Paris pour savoir comment il va. Il a considéré que c'est pas sérieux. Pour ce qu'il a fait pour le parti et pour ce qu'il est, il a estimé que le parti a été représenté à minima à son chevet. Donc, ces jeunes-là étaient sortis pour dire que c'était toujours les mêmes là qui avaient les choses. Donc, mais quand on regarde la coloration, le profil, c'était des gens qui étaient beaucoup plus acquises à une aile qu'effectivement à une mue d'un parti politique. La suite, on la connaît. Maintenant, le MPP a aussi traîné cet art-là. Parce que ce sont les mêmes anciens qui sont au CDP. Mais vous venez de créer un parti qui n'est pas encore ancré.
qui n'avait même pas un conseiller municipal, qui n'a pas de député ni de ministre. On ne parle pas de président du Faso. Vous avez l'occasion d'aller à une compétition. Vous ne pouvez pas aligner des tocards entre griffes. Ça, politiquement, ce serait une erreur stratégique de l'avoir fait, de dire, bon, comme nous on a pris, vous les jeunes, venez. Ça ne peut pas marcher. Parce que ce n'est pas parce que ce n'est pas des jeunes qui ne sont pas perspicaces, qui n'ont pas le courage de se défendre. Mais il y en a qui n'avaient pas cette assise politique, qui n'avaient pas cette base politique. C'était aussi la réalité. Different Diabré l'a reconnu à travers une interview de Jeune Afrique après les élections de 2015. Il dit qu'il a des jeunes compétents, mais qui n'ont pas une assise non seulement nationale, mais au niveau local. Et le MPP était partagé en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ils ont fait le choix de faire l'ancrage avec les vieux, comme on le dit, de renforcer davantage leur base arrière avant maintenant d'ouvrir. Je pense que c'est ce choix-là qu'ils ont fait. Et donc cette ouverture est en train d'aller progressivement. Mais si vous négociez mal le virage, s'ils commettent l'erreur également de faire du hors-toi que je m'y mette, ça ne peut pas marcher. Les gens parlent je prends l'exemple du mouvement En Marche, parce que c'est ce que les jeunes Africains prennent sur le continent, surtout nous francophones. Mais il faut regarder qui était derrière Macron. Vous avez déjà Attali, vous avez des Rocard, vous avez, comme on appelle ça, Henri Lema, vous avez la Banque Rothschild, vous avez Brigitte Macron, et toutes ces personnalités qui sont dans l'ombre, qui l'ont pistonné. Mais ça, les jeunes Africains ne s'intéressent pas de comment est-ce que le mouvement En Marche a été monté. Qui est derrière? Quels sont les parrains politiques, financiers, dans les médias qui l'ont soutenu? Ça n'intéresse même pas les jeunes. Ah, c'est un jeune qui a eu le courage de ses idées. Attention, hein. Il y a eu une machine derrière. Hein. Ça, je dis, il y a eu une machine derrière. Les noms que je cite là, c'est pas les personnalités clés que je cite. Il y a eu d'autres. Quand En Marche a été créé, qui a donné ses appartements pour servir de siège à Paris? Gratos. Il faut chercher à savoir. C'était Henri Lema. C'est vrai qu'il ne veut plus. C'est pratiquement l'un de ceux qui l'ont encadré. Donc, il y a tout ce travail-là à faire. Maintenant, si vous faites du hors-toi que je m'y mette, ça ne va pas aussi marcher. Donc, c'est un savant équilibre. Maintenant, est-ce que le MPP a réussi? Ça, c'est à l'aune des résultats que nous saurons. Mais en attendant, quand on regarde la tête, vous avez Bala, secondé immédiatement par un vieux loup, Clément Sawadego, Salifo Thiemtouré, Laurence Marshall, de jeunes visages, Waro, comme on appelle ça, jeunes visages. Mais à la fin des 5 vice-présidents, c'est Moussa Boli. C'est tout un parcours. C'est tout un parcours, c'est toute une expérience. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont à l'école de Moussa Boli, qui soutillent politiquement, qui sont même dans l'opposition, qui soutillent avec Moussa Boli politiquement pour apprendre. Et j'en connais quelques-uns. Donc, c'est-à-dire, c'est ce dosage-là qu'ils ont tenté. Et même quand on regarde la composition du bureau exécutif, ils l'ont tenté. Ils ont augmenté le nombre des membres du BPN. Maintenant, je dis, est-ce que ce savant dosage pour consacrer la transition générationnelle, ça va marcher? Ça, c'est à l'épreuve terrain, compte tenu du fait des combats internes au niveau du MPP. D'accord. Alors, au sortir de ce congrès, on ne peut s'empêcher de se poser la question sur l'avenir politique de Simon Compaoré. Il a pris le poste de président d'honneur, un poste qui n'est pas inédit. Quand on fait le parallèle, on a le même poste au niveau du CDP, c'est Blaise Compaoré qui occupe ce fauteuil-là. On a aussi pendant longtemps critiqué le rapport qu'il y a eu entre Eddy Kombouego et son mentor, sinon le président d'honneur du parti qui est Blaise Compaoré. Avec le MPP, est-ce qu'il ne faut pas aussi attendre une gestion par procuration? Parce que Simon aussi, c'est une personnalité, quelqu'un qui a plus de 46 ans de vie politique. Oui, mais on est dans un registre qui est vraiment différent. Quand on prend celui que vous citiez, Blaise Compaoré, il n'est pas devenu président d'honneur comme ça. Il a d'abord perdu son pouvoir, c'est très loin à Abidjan qu'il a été honoré ainsi. Et donc, d'une façon ou d'une autre, les parallèles sont très difficiles. D'autant plus que aujourd'hui, quand vous prenez le MPP, il y a encore Roch Kaboré. C'est vrai qu'il est président, on ne sent pas. Il y a ce genre de cordon-là qu'on ne laisse pas apparent parce qu'on est président maintenant du Faso. Donc qu'on ne laisse pas apparent pour ce qui est du parti politique, mais on continue de jouer un rôle très fort. La preuve, pour celui qui voudrait caricaturer, dirait par exemple que Roch Kaboré, président de parti, puis c'est Salifou Diallo qui est venu après Simon Compaoré. La chose revient encore à Roch Kaboré, mais seulement à son poulain.
On pourrait dire aussi la chose ainsi. Mais donc, il y a encore ces figures de proue-là qui sont là et qui impactent encore au sein du parti. Quand vous prenez le cas du CDP dont vous parliez tout à l'heure, c'est vraiment différent. Il y a eu une bagarre des chiffonniers pour pouvoir obtenir la tête du parti. Et dès que dit Kombogo a pu l'avoir, il y a en interne plein de clivages auquel il est obligé de faire face, c'est-à-dire que même ce qu'il pensait avoir vaincu sur le chemin pour la présidence du parti continue de demeurer. Au sein du MPP, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a peut-être une stratégie pour les ambitions des uns et des autres, pour ce qui est de la désignation d'un candidat qui commence déjà dès maintenant, je parle de stratégie, mais derrière, il y a ceux qui parlent et on exécute. Quand Bernard le disait tout à l'heure à demi-mot, la question de Bala Sakandé s'est tranchée plus haut que ça. Et les autres, ceux qui avaient leurs ambitions, ils ont ravalé cela. Donc il y a encore une discipline qui continue d'avoir valeur au sein du MPP. Et puis, je crois aussi que Simon Compaoré fait président d'honneur. Il a dit ici sur le plateau, il a dit « Je suis fatigué, je veux me retirer ». C'est clair que Simon ne va pas se mettre sur le bas-côté, il va continuer, Simon Compaoré, de donner ce qu'il sait faire. Le monsieur, je ne sais pas s'il y a plus inventif sur notre scène politique. Regardez comment, pendant la campagne, celui qui est d'un autre âge a trouvé le bec à tous ces intrépides, vigoureux jeunes, avec ses sorties, on ne sait pas d'où ça sortait, au Kakuna Matata, The Game is Over, plein de choses qui sont restées dans la tête. Et c'est un fin stratège aussi politique. Il ne va pas rester sur le bas-côté, il va continuer d'apporter il va continuer d'apporter son expertise sur ce domaine. 46 ans, c'est une expertise. Maintenant, il ne va plus être au four et moulin comme d'habitude. Donc, il y a d'abord la volonté de l'homme de se retirer. Et ça, il ne l'a pas caché. Dans le premier cas dont vous parliez, il y a eu une obligation de quitter Ouagadougou en plein soleil et après une réhabilitation au sein du parti, ce qui est vraiment différent. D'accord. Donc, quand je regarde, pour moi, les comparaisons ne tiennent pas. Maintenant, c'est clair qu'il y a un Simon qui continuera de peser parce qu'il n'y a pas, ne voyez pas seulement que Simon n'est pas quelqu'un d'esselé. Parce que, j'ai dit, quand vous regardez au sein même du MPP, chacun aussi, pendant les dernières consultations, a montré sa force. Il y a eu un genre d'expression en interne. J'ai dit NTD, j'ai dit d'autres RPI et autres. Donc chacun a montré sa capacité au sein du parti, même sous la bannière MPP, mais en fonction, on sait qui est qui. Et Simon y compris. Il a encore de bons petits, comme on dit souvent en politique, et les autres aussi. Donc chacun continuera dans sa stratégie à voir comment est-ce que, avec les siens, dans le grand groupe, on continue aussi d'avoir une hégémonie interne. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas terminer. Mais seulement, il ne faudrait pas que ces calculs politiques-là s'exacerbent au point d'en arriver à une implosion. Peut-être c'est ça aussi qu'il faut peut-être craindre. Peut-être juste Bourman, quelques mots sur l'avenir politique de Simon Compaoré, un conseiller discret aux côtés de Bala Sakandé ou quelqu'un qui va continuer à jouer les premiers rôles. Alors, Simon même d'ailleurs l'a dit dans son discours, hein. Il a dit, comme on appelle ça, si je vous disais avoir quelques regrets de m'en aller, de ne plus avoir à croquer à pleines dents les tumultes quotidiens d'un chef de parti, et même que je recommencerai volontiers cette palpitante aventure, je ne vous aurais pas menti non plus. C'est-à-dire, et il dit, ainsi sommes-nous par moments partagés entre des désirs contraires, puisque en haut il dit qu'il veut partir tout et tout. Donc, en fait, en termes de retraite politique, quand vous partez causer avec les anciens qui ont vraiment fait carrière en politique, ils vous disent qu'il n'y en a pas. Vous vous repositionnez pour agir politiquement autrement. Pour faire ce travail politique-là autrement. Ça peut être le conseil, ça peut être du lobbying, du plaidoyer et même des placements. Hein. Donc, il y a toujours cette influence-là en sous, mais qui est là. Et à Ouaga, pour le moment, le meilleur exemple, c'est le Larlène Abatigré, qui dit « Je ne veux ni mandat électif, ni nominatif, dans aucun poste de responsabilité, ni dans le parti et tout. » J'ai dit, mais faites un tour à l'Arlé, vous allez voir la longue file, cherchez à savoir qu'est-ce qu'ils cherchent. Nous cherchons des conseils, des bénédictions, on veut qu'ils plaident pour nous. Donc, parce que c'est un homme du pouvoir également qui est là.
qui a des entrées. Donc même si lui-même il veut se retirer, il ne pourra pas. Donc des gens viendront toujours demander conseil. J'ai dit, je connais des jeunes de l'opposition qui partent auprès de certains doyens comme Moussa Boli, Guissou, Paré, pour apprendre. Donc ça va continuer. Donc c'est pas... Maintenant, il n'est pas dans les instances du parti, il est président d'honneur. Et voilà, donc il va être là certainement pour conseiller et surveiller parce que aussi il a ses lieutenants. Maintenant, est-ce que les uns les autres feront la bagarre en telle enseigne que non? Parce que les trois avaient compris. Chacun a ses ambitions. A des hommes également qui ont des ambitions, qui se combattent en soi-même et qui savent que le parti, si vous perdez le parti, vous faites en sorte que tout le parti tombe, c'est vous qui tombez. Donc, ils ont compris qu'il ne faut pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Donc, c'est la même chose qui a continué. Même quand Salifou Diallo est parti, les uns les autres se disaient que pour les pro-Salif, c'est vrai que certains pro-Salif ont eu des problèmes de repositionnement, de tout et tout ça. Et jusqu'à présent, ça continue. Mais ça n'a pas quand même affecté le parti à telle enseigne qu'un clan se revendiquant de Salif sorte de longs couteaux pour commencer à faire de la bagarre. Aujourd'hui, qu'on soit de Salif, de Simon ou de Roch-Marc Christian Kaboré, quand vous regroupez les uns et les autres, les affinités naturelles vont venir. Donc, dans tout groupe social, les hommes, il y a toujours des affinités qui se développent, soit à travers la religion, la morphologie ou toute autre considération. Donc, ça, ce n'est pas des choses qu'on peut naturellement éviter. On ne peut pas éviter. Mais comment est-ce qu'on les gère? Je pense que ça va être ça. Et un monsieur comme Simon, en retrait de la politique active, il va la faire autrement. Rien de pour qu'il ne va pas écrire, animer des séminaires de formation et tout, parce qu'il y a l'école de formation politique qui est là. Il y a toutes ces choses-là que monsieur peut continuer de faire. Mais dire qu'il a pris sa retraite politique, il ne parle plus politique, il ne fait pas politique, c'est un leurre. Quelqu'un qui a une carrière politique bien remplie de 46 ans, il a 69 ans, vous enlevez 46, il reste 27. Donc il a commencé très tôt. Vous demandez un matin qu'il arrête tout, et puis il reste à la maison. Même lui-même s'il veut, ça va être très difficile. D'accord. Nous allons changer de sujet, mais nous allons toujours parler politique. Et cette fois-ci, au bord de la lagune Ébrié, où un mouvement Génération Capable a été porté sur les fonds baptismaux pour soutenir Simone Gbagbo, l'ex-première dame. Le mouvement, justement, tente de donner l'occasion à cette dame-là de rebondir. Beaucoup se posent la question, est-ce que c'est une étape vers la création d'un parti politique? En tout cas, les avis sont partagés. Juva, quel regard vous portez justement sur la création de ce mouvement-là qui clairement veut soutenir Simone Gbagbo, qui est d'ailleurs la marraine du MGC, mouvement de Génération Capable? Non, quand on regarde aussi, depuis le retour de Laurent Gbagbo, il y a une bonne crise qui couvre, tant, je veux dire, à la fois dans son couple, dans son ancien couple, et donc un genre de désamour, et aussi dans son parti, puisque elle était son alliée de vie, c'est-à-dire sentimentale, donc sur le plan mariage et tout, mais en même temps sur le plan politique. Et ça a été un duo. Et lorsque sur le plan sentimental ça bat de l'aile, il y a des complications, c'est clair qu'il y aura aussi ces incidences-là quand vous regardez. Parce que quand il est revenu en Côte d'Ivoire, il n'a pas attendu une semaine pour officialiser le divorce, la dynamique de divorce qu'il voulait avec elle. Et n'oubliez pas que ce divorce-là, ça couvait depuis fort longtemps. Mais c'est sûr que l'officialisation et puis balancer comme ça la lettre sur les réseaux sociaux, ça l'a couvert. Ça a été un genre d'humiliation mal vécu même par ceux qui sont jusqu'à aujourd'hui les soutiens indéfectibles de cette dame. Donc il y a cette crise-là qui couvre. Et n'oubliez pas aussi que même le réaménagement voulu au sein même du FPI, même si on peut dire que la question des dénominations, dans quelques semaines, les choses vont changer. Elle a encore été, je vais dire, rétrogradée pour ne pas dire, employer un autre terme. Donc, c'est quelqu'un qui est blessé, c'est quelqu'un qui se sent humilié et qui a envie de se ressaisir parce que son fond aussi, c'est celui politique. Et sur cette scène-là, elle a envie de continuer de jouer, de ne pas continuer d'être la victime. Maintenant, il y a un grand rendez-vous pour ce qui est de ce Front populaire ivoirien
côté Laurent Gbagbo, et qui doit revoir sa nouvelle dynamique, baptême et autres, laisser l'enveloppe, comme ils disent, à Afin N'Guessan. Mais donc cette grande reconstitution, elle ne va pas attendre d'aller voir quel rôle lui est réservé. Elle va commencer déjà à démontrer ce qu'elle vaut et ce qu'elle pèse. Maintenant, la grande question, dans la démonstration qu'on a vue samedi, parce qu'elle s'est présentée comme la marraine du mouvement, ça a été une vraie démonstration de force pour ceux qui doutent encore de ce qu'elle a comme capacité sur le plan politique. Peut-être en termes d'ambition de création d'un parti, donc d'affirmation de sa candidature à la présidentielle ou quoi que ce soit, ou aussi en termes de message à l'endroit de ses amis qui continuent de l'être, ses amis d'aujourd'hui, et même le FPI Gore, pour dire il faut compter avec moi au sein du parti, même s'il y a ce rendez-vous-là des réorganisations en interne, sachez que je pèse et il faudrait que vous en teniez compte. Ça peut être aussi ce message-là. Mais quand vous écoutez, c'est pendant 45 minutes en gros qu'elle a tenu un discours qui renfermait tout. La critique à l'endroit de la gouvernance de Alassane Dramane Ouattara, les ambitions qui sont les siennes, de ce qu'elle pourrait apporter en termes de changement et de dynamique, et puis évidemment aussi la question de réconciliation qui est devenue un fonds commun pour tout le monde. Donc ça, elle s'est étalée sur tous ces sujets. Donc à la fois vous avez eu, je sais pas moi, vous avez un président de parti politique, à la fois vous avez un candidat, à la fois vous avez un prédicateur de la question de réconciliation. Donc il y avait peut-être ce tout-là. Mais il y a une présence aussi qui pour moi était remarquable, je pense qu'il s'appelle Bouka, il était à EDF, il a démissionné. Lui aussi, il n'a pas été tendre avec ses anciens amis. Donc on sent un peu la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui. Mais j'ai dit, c'est une Simone Gbagbo qui s'est senti humilié, blessé, mais qui se ressaisit sur la scène politique pour dire attention, il faut compter avec moi. Maintenant, dernière chose, c'est que même si elle a des ambitions présidentielles, c'est ce que moi aussi je regarde, avec la dynamique de ramener la question des 75 ans. N'oublions pas qu'elle est née en 1949. Donc, même si elle veut être candidate, si ça là encore, ça revient, que ce soit Gbagbo, que ce soit Alassane, elle aussi, elle sera concernée. Donc, il y a plein de choses. Alors, Simone Gbagbo qui affiche ses ambitions, qui fait une démonstration de force. Geoffroy l'a rappelé tantôt. Gbagbo qui annonce aussi la création d'un parti politique pour laisser la photocopie à Afin N'Guessan. Finalement, est-ce que ce n'est pas un tournant décisif pour ce parti-là, qui a quand même été un parti historique en Côte d'Ivoire? Oui, mais Gbagbo est en train d'annoncer son parti tournant décisif. Oui, parce que ils sont nombreux d'ailleurs qui observent bien, qui disent que ce désamour de Gbagbo vis-à-vis d'ailleurs de son FPI ne date pas de maintenant. Et ils disent pour preuve, en 2010, Gbagbo était candidat de l'alliance des partis de l'AMP, l'alliance de la majorité présidentielle et non du FPI. Donc c'était sous ce drapeau-là qu'il était allé aux élections. Et la communication de la campagne n'avait pas été confiée aux officines de communication du FPI, mais à sa concubine qui a géré en intelligence avec une agence de communication française la campagne de 2010. Donc pour certains déjà, Gbagbo, le FPI, il n'en voulait plus. Bon, ça peut être un regard qui n'est pas vrai, parce qu'il pouvait faire le choix stratégique d'aller en coalition avec d'autres partis politiques, de faire appel à une machine pour l'aider dans la communication. Beaucoup le font, ce n'est pas nouveau. Donc, voilà. Maintenant, ici, parce que s'il s'amuse avec Afin N'Guessan, ça va être une bagarre judiciaire inutile. Parce que Afin tient l'enveloppe, comme il a dit, mais avec le sceau de la légalité avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut engager un bras de fer juridique aux conséquences politiques inimaginables, ou bien il faut passer à autre chose? Il a fait le choix de passer à autre chose. Il est populaire et célèbre. Gbagbo sans le FPI, c'est quand même aussi une partie de lui qui part. C'est sa vie, c'est son combat, c'est sa chose, comme on le dit. Avec le regretté Sangaré, ils en ont fait effectivement un outil de combat et d'affranchissement, et ça faisait partie également des organisations qui comptent au niveau de l'Afrique par rapport à s'ériger contre le colonialisme ou le néocolonialisme, pardon. Donc, ça dit c'est un instrument de combat, c'est un outil de combat qui se réclame panafricaniste. Donc aujourd'hui, il change d'outil, et donc l'image, symbole, objet de lutte, c'est comme l'ANC de l'Afrique du Sud, quoi. Donc, il avait réussi ça. Donc aujourd'hui, c'est une partie de lui qui s'en va. Donc, il crée un nouveau courant
Est-ce que la mayonnaise va prendre, au regard d'ailleurs de ce qu'il y a comme difficulté, si on fait le rapprochement avec Simone, parce que je n'ose pas rêver que Simone rêve également d'un destin national, hein, et qu'elle croit que ça peut être possible dans le contexte de la Côte d'Ivoire actuelle, à moins de pistonner quelqu'un. Voilà, même si je note qu'elle aussi elle a pris génération, Guillaume Soro aussi c'est génération peuple solidaire, elle c'est génération capable. Maintenant c'est de quelle génération d'ailleurs on parle? Donc ici c'est les jeunes également qui elle est marraine, donc naturellement voilà, c'est peut-être que à la création du FPI elle puisse dire j'ai des hommes qui comptent et nous allons venir avec vous en coalition ou en collaboration, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est une dame chevillée au corps par la politique qui n'entend pas prendre sa retraite également. D'accord. Geoffroy l'a évoqué en quelques mots. Il y a aussi le débat sur la limitation de l'âge des candidats à la présidentielle. On parle de 75 ans, en tout cas si la révision passe. Une lecture là-dessus avec le rajeunissement souhaité par certains de la classe politique ivoirienne. Bon, ça c'est une initiative déjà pour le moment du député Thiemoko Assalé, le député maire de Tiasalé, qui effectivement veut mettre ça sur la table et compte sur le soutien des uns et des autres parce que d'ailleurs il est non inscrit, n'est pas dans un groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, qui effectivement veut qu'on limite l'âge à 75 ans, mais lui il va au-delà de la présidence. Il parle de tout ce qui est mandat électif et même nominatif jusqu'au conseil d'administration. Donc, personnellement, je pense que sur certaines questions, c'est quand même aller trop loin que demander jusqu'au conseil d'administration et tout. Voilà. Donc, mais maintenant, par rapport à la présidence, ça oui. Maintenant, l'actuel président américain, il a été élu, je crois, à 77 ou 78 ans, ils n'ont pas limité à 75 ans. Mais chez nous, il y a ces réalités-là. Parce que même ceux qui gouvernent là avaient dit qu'au-delà des 75 ans, on ne peut pas gouverner. Alassane l'a dit, Bédié l'a dit, Gbagbo l'a dit. Tous les trois l'ont répété en boucle. Alors, est-ce qu'il sera entendu? Mais ce qui est salutaire pour la Côte d'Ivoire, je pense que c'est mieux de l'adopter. Parce que ça met en même temps hors jeu tous ces trois messieurs qui, depuis plus de 30 ans, empoisonnent la vie politique ivoirienne. Donc, on met à la retraite Gbagbo, Bédié, Alassane et compagnie. Ça permet, et comme on appelle ça, de régler un certain nombre de tensions et de frustrations en Côte d'Ivoire. Quand on regarde les affirmations de Big Togo, ça énerve encore une bonne partie de l'opinion ivoirienne. Et ça craint. Alassane est là, il n'est qu'à son premier mandat de temps en temps. Bon, il y a toutes ces choses-là. Mais si elle est adoptée, j'ai dit, ça permet de faire retomber la pression pour que Alassane ne dise pas si Bédié se présente, je me présente. Si Gbagbo se présente, je me présente. Ça n'a rien à voir. Ou vous voulez, ou vous ne voulez pas. Mais lier l'objet de votre candidature à lui, là, il veut faire. C'est comme si c'était un jeu d'enfant. Comme il a fait, moi aussi, je vais faire, non? Donc, moi, je pense que c'est mieux pour ce qui est de la Côte d'Ivoire actuellement, de tenir compte de ces réalités sociopolitiques pour limiter cet âge-là, d'ailleurs. Ok. Cure de jouvence au MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, avec la nomination de Bala Sakandé à la tête du parti, et guerre de succession, sinon de leadership au FPI avec Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo et Afin Guessan. C'était les deux sujets qui avaient été retenus pour cette première convocation de la semaine. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Posez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.